Aujourd'hui, l'équipe de la bouquinerie du Quai Saint-Michel vous emmène rencontrer Georges Niva. Georges Niva est professeur émérite à l'Université de Genève. C'est l'un des plus grands slavisants français. Et nous allons nous entretenir avec lui pendant 1 heure où nous allons repasser sa carrière, ses rencontres et ses amours littéraires. Alors, je suis devenu professeur. J'ai été d'abord à l'université de Toulouse, qui m'a beaucoup plu. Puis j'ai été à l'université de Lille, où le russe a été fondé avant Paris. Et puis à Paris-Nanterre, au moment des événements de mai 68, où d'ailleurs le réalisateur de cinéma soviétique, Mikhail Rom, m'a fait savoir qu'il aimerait bien venir à Nanterre. Il m'a téléphoné, je lui ai dit, écoutez, Mikhail Rom s'est occupé, nous avons des bandes de diablotins partout, on ne peut pas y entrer, vous n'y arriverez pas. Ils démolissent les appareils et les appareils photographiques de tous les journalistes qui viennent. Je me dis, ne vous inquiétez pas. Et moi, ils ne me démoliront pas. Et il est venu avec 4 gardes du corps soviétiques devant lesquels tout le monde reculait, parce que tout le monde comprenait que c'était du sérieux. Il a filmé, il faisait un film sur la jeunesse du monde, il n'a pas terminé parce qu'il est mort, mais ça a été repris il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans. J'ai lu, mais moi je n'ai pas vu. Disons des morceaux, des chutes de cette jeunesse du monde dans lesquels il y avait ce qu'il avait filmé à Nanterre. J'aimerais bien l'occasion de le voir, mais je ne sais pas si j'en aurai l'occasion. Et alors ensuite, j'avais un ami, Michel Aucouturier, qui enseignait à Nanterre, et puis il me dit j'ai envie de venir à Paris, c'était plutôt son épouse qui avait envie de revenir à Paris. Alors je lui ai dit c'est pas possible, tu es très bien à Genève. Alors je suis allé, j'ai postulé pour Genève, ils m'ont pris, et j'avais une raison d'aller par là-bas, c'est que j'étais très ami avec le fondateur des éditions de l'Âge d'Homme, Vladimir Dmitrievitch, qui était un grand ami jusqu'à sa mort. Alors là, on était très près, d'autant plus qu'il avait une librairie à Genève où il venait tous les 8 jours, voilà. Et du coup, l'Âge d'Homme, c'est ce qui a joué un rôle décisif dans votre carrière d'écrivain. Vous avez commencé à traduire Solzhenitsyn un peu avant, et ensuite, avec l'Âge d'Homme, vous allez publier vos premiers essais sur la culture russe. Oui. Vers la fin du mythe russe, et donc essais sur la culture russe de Gogol à nos jours, et Russie-Europe, la fin du schisme. Alors j'aimerais justement que vous nous en parliez un petit peu, parce que dans ces études littéraires et politiques, vous brosser un panorama de la culture russe. Alors, il est essentiellement question du 19e, vous l'avez dit, c'est le geyser de la culture russe, mais vous allez même entrevoir ce qui va advenir dans les années 90. Et j'aimerais par conséquent que vous nous évoquiez un peu cette période de rédaction de ces études, et ce que vous aviez entrevu, et puis ensuite, quelles ont été finalement les conséquences de ces études sur le réel, puisqu'il y a bien eu en 90 la fin de toute une idéologie, et une nouvelle Russie qui a émergé, les pays, disons, satellites de l'URSS sont devenus des nations indépendantes. Par conséquent, il y a eu de nouveau cette attirance et cette répulsion entre Europe d'un côté, disons, occidentale, et une Russie, et la Russie a été présentée autrement. Ça a été l'heure de la grande espérance aussi pour tout le monde. Écoutez, pour ça, par exemple, je dis encore un mot sur Vladimir Dmitrievitch. Il est yougoslave. Il adore le football, il joue au football, le football joue un grand rôle dans sa maison d'édition. Et il me raconte notre façon d'être dissident, c'était d'aimer la littérature russe. Et la littérature soviétique des années 1920. Et le film soviétique
des années 20, Serge Eisenstein, Pudovkin, etc. On peut être dissident de 1000 manières, puisque dissident, ça veut dire qu'on se sépare de l'officiel, de ce qui est imposé. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de dissidents. C'est-à-dire qu'à partir de... j'ai été expulsé du RSS suite à mon projet de mariage avec la fille adoptive de Boris Pasternak. C'était donc en août 60, le 6 août 60. Je suis parti vers Helsinki, on m'a mis de force dans un avion. Et ensuite, pendant 12 ans, je ne suis plus retourné, je ne pouvais plus retourner. Et pendant ce temps-là, le premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS, M. Léonid Brejnev, a pris la décision de nous envoyer, disons, la crème des intellectuels, des créateurs, des musiciens, des poètes de son propre pays. Donc il a pris la décision de priver son pays de ce qu'il y avait de plus talentueux. Alors, de Rostropovitch à Siniavski, Solzhenitsyn, Joseph Brodsky, le plus grand des disciples de Anna Akhmatova, etc. Et sans parler des danseurs. Moi, j'en ai profité. Je suis devenu très ami avec Siniavski, avec Viktor Nekrasov, un peu moins avec Maximov, mais je le connaissais bien. Avec Amalrik, j'étais très ami. Donc, c'était un enrichissement inespéré. Alors, un de mes premiers textes, ça a été dans la revue Telle Quelle, qui était en train de faire son virage du maoïsme au néocapitalisme, si j'ose dire ça, avec Philippe Solers, de la dissidence comme un style de provocation. Enfin, je ne suis pas tout à fait sûr du titre de ce texte, mais c'était sur le style de la dissidence. Siniavski étant un excellent type de dissidence, avec ses œuvres fantastiques, avec qu'est-ce que le réalisme socialiste. Et avec Nekrasov, ça a été aussi extrêmement proche, intime. Amalrik, qui avait écrit l'URSS, cessera-t-elle d'exister en 84, enfin c'était dans l'idée de Orwell appliquée à l'URSS. Et puis l'URSS est tombée. Et puis, il y a eu évidemment l'expulsion de Solzhenitsyn, ça c'est un moment important, la parution à Paris aux éditions Imca Press de l'archipel du Goulag. J'avais déjà aperçu Solzhenitsyn quand il habitait dans le garage de Rostropovitch à Nikolina Gara, mais j'avais pas fait sa connaissance. J'avais vu sa mère et sa belle-mère, Madame Solzhenitsyn, la veuve actuelle. Alors, à Paris, je l'ai revu. Il a convoqué ses traducteurs, dont je faisais partie, mon épouse aussi. Ça a été une joyeuse rencontre. Un peu étrange, parce qu'il avait un petit peu un style de maître les écoliers. Claude Durand, qui à l'époque était le sous-directeur du Seuil, qui est devenu ensuite le PDG de Fayard, et l'agent mondial littéraire de Solzhenitsyn, a écrit un livre à ma demande qui s'appelle Agent de Solzhenitsyn. C'est-à-dire que pour le premier catalogue de ma première exposition Solzhenitsyn à Genève, je lui ai dit, Claude, est-ce que vous écririez pour mon catalogue un texte d'une quinzaine, vingtaine de pages
sur vos rapports avec Solzhenitsyn, que je connaissais bien, mais enfin que c'était à lui de les exposer. Oui. Et il envoie un texte très long, mais il dit, mais vous savez, c'est en train de devenir un livre. Alors je dis, je ne prends pas le livre, parce que dans un catalogue, je ne peux pas, mais il a publié ce livre, Agent de Solzhenitsyn, avec sa malice, c'est-à-dire agent secret ou agent littéraire, il y a un peu les deux. Et la chute de l'URSS a été un événement considérable. C'est-à-dire, je suis retourné, j'ai rencontré d'ailleurs le mari de Irina Emelianova, Vadim Kazavoy, dont j'avais à distance fait la connaissance et édité, publié un premier texte poétique qui s'appelle Loin de la colline, en russe Proch от холма. Une histoire aussi assez compliquée, parce que Vadim avait un caractère assez compliqué. Et je me revois en train de faire sa rencontre dans la rue Potapov à Moscou. Et alors là, c'est une deuxième rencontre avec la Russie, avec énormément de gens, comme par exemple le peintre Sveshnikov qui a rapporté des dessins du Goulag où il a été. C'est un grand artiste, et il y en a peu qui ont rapporté des œuvres du Goulag, des petits dessins minuscules, ou encore, évidemment, toute une pléiade d'écrivains, de prosateurs, de poètes, de critiques littéraires. À ce moment-là, j'ai mon texte sur mon premier grand texte sur Solzhenitsyn, qui est partiellement publié en 2 livraisons, dans Druzhba Narodov, l'amitié entre les peuples. Alors là, bon, sans me vanter, c'est quand même mon plus grand tirage, parce que c'était plus d'1 million. Et donc j'ai rencontré ensuite des gens qui ne savaient plus du tout le nom de l'auteur, mais qui se rappelaient qu'il y avait eu un premier grand double numéro où il était question de Solzhenitsyn qui n'était pas encore édité. Puisque Solzhenitsyn avait posé comme condition, je veux bien, mais on commence par l'archipel du Goulag. Pas le pavillon des cancéreux, pas le premier cercle, l'archipel du Goulag. Il avait totalement raison. Si on voulait rapatrier Solzhenitsyn, il fallait commencer par l'œuvre magistrale de témoignage historique par laquelle il était sorti d'URSS. On l'avait renvoyé parce qu'il avait publié ça à Paris. En plus, je pouvais voyager. J'ai commencé à voyager, j'ai pas mal voyagé. De Vladivostok en Carélie, en Ukraine, qui n'était pas encore indépendante, et puis ensuite une Ukraine indépendante, au Caucase, en Géorgie, il y a juste l'Asie centrale où je ne suis pas allé. Et ce fut un plaisir énorme, une joie intense. Gogol a écrit « Il faut voyager à travers la Russie ». J'avais l'impression d'exécuter son désir.